Dans le cœur palpitant de Moscou, à quelques pas seulement du Kremlin, s'élève le Palais de Verre, une résidence grandiose qui capte la lumière des cieux et projette un éclat presque irréel dans les rues enneigées de la capitale. Cet endroit est la propriété de l'un des hommes les plus puissants et influents de Russie, Viktor Androyevitch Morozov, un milliardaire dont le nom est synonyme de richesse, de stratégie implacable et d'alliance politique. Le Palais de Verre, avec ses façades vitrées, ses colonnes sculptées et ses jardins paysagers, est un reflet de son propriétaire, à la fois imposant et mystérieux, un lieu de grande beauté, mais où les secrets se cachent derrière chaque fenêtre. Les dîners organisés ici sont légendaires, un véritable rituel mondain où les invités sont triés sur le volet. Les oligarques, les politiciens influents, les artistes les plus en vue, les dignitaires internationaux rêvent tous de recevoir une invitation. C'est un honneur rare, et pourtant, personne n'ose jamais parler à cœur ouvert de ce qui se joue réellement dans les murs du Palais de Verre. On y fait des affaires, on y renforce des alliances, on y cache des rivalités. Pourtant, derrière cette façade resplendissante, peu connaissent la véritable nature de son propriétaire. Viktor Morozov n'est pas simplement un homme d'affaires. À 52 ans, il est un mystère pour la plupart. Grand, les cheveux légèrement grisonnants, son regard perçant, presque glacial, ne trahit rien de ses émotions. Veuf depuis 3 ans après la mort brutale de sa femme, il a su se reconstruire avec une froideur qui a fait sa réputation dans les cercles d'affaires internationaux. Son empire dans l'énergie et l'immobilier ne cesse de croître, et ses investissements le propulsent au sommet des classements les plus respectés. Pourtant, son regard d'acier cache un passé douloureux qu'il préfère garder pour lui. Viktor a grandi dans un village reculé de Sibérie, où les hivers étaient aussi impitoyables que la pauvreté qui rongeait sa famille. Orphelin dès son plus jeune âge, il a appris à survivre dans un monde sans pitié, forgeant son caractère dans le froid et la solitude. Mais il n'a jamais oublié d'où il venait, même si ceux qui l'entourent aujourd'hui ne voient en lui qu'un homme de pouvoir. Au fond, il se rappelle chaque jour de son enfance miséreuse, des sacrifices qu'il a dû faire pour s'échapper de cette vie. Et c'est dans ce contexte qu'il a forgé ses liens, ses relations et son empire. Toutefois, si Viktor dirige sa vie avec la précision d'un chef d'orchestre, un élément échappe à son contrôle. Son relation discrète avec Anna Nikolaïevna Petrova, sa femme de chambre. Anna est une femme dans la quarantaine, une femme qui n'a jamais cherché à briller, mais qui est d'une élégance naturelle. Ses traits fins, sa peau claire et ses cheveux bruns, souvent retenus dans un chignon soigné, sont loin de ressembler à l'image stéréotypée d'une domestique. Mais c'est exactement ce qu'elle est aux yeux du monde, une employée parmi d'autres. Pourtant, ceux qui ont pris le temps de la connaître comprennent vite qu'elle est bien plus que cela. Anna a grandi dans une petite ville de province, dans une famille modeste, où elle a appris la valeur du travail et de la discrétion. Lorsqu'elle est arrivée à Moscou, elle était déterminée à réussir, même si sa place semblait déjà définie par sa naissance. Elle a commencé à travailler pour Viktor Morozov il y a 10 ans, comme simple femme de chambre dans l'immense domaine. Mais avec le temps, elle est devenue bien plus qu'une simple employée. Viktor lui a confié des tâches de plus en plus délicates, touchant parfois à des aspects personnels de sa vie. Sa sagesse, son calme et sa capacité à écouter ont fait d'elle une confidente silencieuse. Chaque matin, Anna nettoie les vastes pièces du Palais de Verre avec une précision presque rituelle. Elle s'assure que tout est en ordre, que chaque objet est à sa place, et que rien ne trouble l'équilibre parfait de ce monde de luxe. Et chaque soir, après que les invités aient quitté, elle reste pour s'occuper des dernières tâches. Dans ce silence, elle trouve un apaisement particulier, mais aussi une solitude qui l'accompagne depuis toujours. Pour Viktor, elle est la seule personne à qui il n'a jamais eu besoin de mentir, la seule à qui il peut confier ce qu'il est vraiment sans craindre d'être jugé. Un jour de janvier, alors que Moscou est recouverte d'un manteau blanc et que la neige tombe en silence sur la ville, Viktor décide d'organiser un dîner grandiose. Il a prévu une annonce majeure à faire à ses invités, la conclusion d'un partenariat stratégique avec plusieurs géants internationaux dans le secteur énergétique. La presse sera présente, les chefs d'entreprise rivaliseront de compliments, et les regards se tourneront vers lui à chaque mot qu'il prononcera. Loin des préoccupations matérielles, Viktor prépare ce dîner dans un état d'esprit particulier. Ce n'est pas seulement une annonce professionnelle qu'il souhaite faire. C'est un geste de défi, un moyen de faire tomber les masques. C'est dans cet état d'esprit que, lors de la matinée précédant l'événement, il convoque Anna dans son bureau. « Anna Nikolaïevna, j'aimerais que vous soyez présente à mon dîner ce soir, comme invitée d'honneur. » Anna reste figée sur le seuil de la porte, le regard légèrement baissé, comme si elle ne comprenait pas bien ce qui venait de se passer.
Je vous remercie, monsieur Morozov, mais je suis votre femme de chambre. Je ne suis pas à ma place parmi vos invités. Victor la fixe un instant, ses yeux aussi durs que la glace qui recouvre les rues de Moscou. Puis, lentement, il s'avance vers elle, son ton devenu plus doux, presque grave. Justement. Ce monde a besoin de voir autre chose que des costumes et des masques. Vous serez ma vérité, au milieu de leur théâtre. Il tend alors une robe noire, faite sur mesure. Sobriété, élégance. Pas d'extravagance, mais une distinction silencieuse. Une robe qui ne crie pas sa richesse, mais qui souligne la beauté discrète de la personne qui la porte. Anna hésite, regarde la robe, puis le milliardaire. Ses mains tremblent légèrement, mais sa dignité est intacte. Elle a servi cet homme pendant des années, mais n'a jamais cherché à se faire une place dans son monde. Ce geste, aussi surprenant soit-il, la touche profondément. Après un long silence, elle répond, d'une voix calme. Je vais accepter. Mais sachez que je ne me sens pas à ma place dans ce monde. Victor, sans sourire, mais d'une manière presque solennelle, hoche la tête. C'est justement pour ça, Anna. Vous n'êtes pas là pour jouer un rôle. Vous êtes là pour me rappeler ce qu'il reste de vrai dans ce monde. Le soir du dîner, le palais de verre resplendit comme jamais auparavant. Les lustres en cristal suspendus au plafond lancent des éclats de lumière qui dansent sur les murs de marbre poli. Les musiciens de chambre jouent des airs classiques, leurs instruments vibrant dans l'air froid de Moscou. L'odeur de plats raffinés se mêle à celle de la neige qui tombe au dehors, créant une atmosphère presque irréelle, une sorte de perfection fragile, comme si le monde extérieur n'existait plus. Les invités arrivent par vagues, leur conversation ponctuée de rires nerveux et de compliments. C'est une nuit de pouvoir, une soirée d'élite où se côtoient ministres, magnats du pétrole, diplomates, acteurs internationaux et artistes de renom. Chacun cherche à se faire voir, à tisser des liens, à marquer des points dans ce réseau de connivence qui fait tourner la Russie moderne. Les regards sont acérés, les sourires sincères mais calculés. Le palais de verre est une arène de manœuvres, de deals, de jeux de pouvoir. Tout le monde est là pour une raison précise, pour obtenir quelque chose de Victor Morozov. Lorsque Victor entre dans la grande salle, un silence presque solennel s'abat sur la pièce. Tous les invités se lèvent en même temps, comme un seul homme, pour l'applaudir. Le clapping résonne avec force, mais bientôt, le bruit se dissipe, laissant place à une silence lourde de sous-entendus et de curiosité. Victor est impeccablement habillé, son costume taillé sur mesure, mais ce n'est pas lui qui retient toute l'attention ce soir-là. À son bras marche Anna Nikolaïevna Petrova, la femme de chambre du milliardaire. Ce soir, elle n'est plus simplement une employée de maison, mais une invitée d'honneur. Sa robe noire élégante épouse parfaitement sa silhouette, d'une simplicité saisissante mais d'une distinction silencieuse. Ses cheveux, soigneusement coiffés, tombent en une cascade ordonnée autour de son visage. Elle marche lentement, dignement, son regard posé droit devant, sans jamais fléchir sous l'intensité des regards qui se braquent sur elle. Les murmures commencent immédiatement. C'est une blague. Il se moque de nous. C'est une domestique. Les regards fusent entre les invités. Les politiciens échangent des regards perplexes, certains levant les sourcils, d'autres secouant la tête avec mépris. Les magnats du pétrole murmurent entre eux, trouvant cela insultant. Certains se demandent si ce n'est pas une provocation de la part de Victor, une mise en scène, une manière de faire parler de lui. Mais Victor Morozov semble insensible à leur réaction. Son regard est figé sur Anna, et il la conduit à sa droite, là où habituellement s'assoient les chefs d'État, les présidents, les figures d'autorité. Les conversations s'éteignent alors qu'Anna s'assoit, parfaitement immobile. Son visage reste serein, comme si elle savait que ce moment était inévitable. Elle est là pour une raison précise, même si le monde extérieur ne la comprendra peut-être jamais. À la fin du dîner, alors que les invités s'apprêtent à reprendre leur discussion, à échanger des cartes de visite et à repartir vers leur vie de luxe et de pouvoir, Victor se lève soudainement. Un silence complet s'installe instantanément. Il n'a même pas besoin de lever la voix. Il suffit de sa présence, de l'autorité qu'il impose naturellement, pour que tous les regards se tournent vers lui. Victor prend la parole d'une voix grave, claire, et empreinte d'une dignité inébranlable. Mes amis, ce soir vous attendez que je vous parle de chiffres, de contrats, de pouvoir, de cette alliance énergétique dont vous avez tous tant entendu parler.
Mais je ne parlerai pas de ça. Un instant de perplexité traverse les visages, puis le silence s'installe de nouveau, encore plus lourd qu'avant. Je ne parlerai pas de ces affaires que vous aimez tant. Ce soir, je vais vous parler d'honneur. Il se tourne vers Anna, la fixant pendant un long moment. Il y a une intensité dans son regard, quelque chose de profondément humain qui brise l'image glacée qu'il a bâtie au fil des années. Voici Anna Petrova. Beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. Elle est, pour certains d'entre vous, une simple domestique. Une femme qui occupe une place modeste dans ce monde. Mais croyez-moi, elle m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais le dire. Les invités sont suspendus à ces mots. Certains commencent à murmurer, à se demander où il veut en venir. Mais Victor continue, sans se laisser perturber. Lorsque ma femme est morte, il y a 3 ans, c'est elle qui a couvert mes silences de tendresse. C'est elle qui m'a permis de traverser la nuit la plus noire de mon existence, sans jamais se laisser submerger par sa propre douleur. Victor fait une pause, et ses yeux se font plus sombres, comme s'il revivait ces moments. Quand j'ai été trahi par mes plus proches associés, des hommes que j'ai nourris et protégés, c'est Anna qui m'a rappelé la valeur de la loyauté. Quand je voulais tout abandonner, c'est sa voix calme, posée, qui m'a ramené à la vie. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est de tout avoir, et pourtant, de tout perdre en un instant. Les invités sont désormais muets, certains détournent les yeux, gênés par la sincérité brutale de ses paroles. Victor les regarde un par un, et son regard perçant semble vouloir sonder leurs âmes. Et pourtant, je vous ai vu la juger du regard. Parce qu'elle ne porte pas de diamant. Parce qu'elle ne vient pas de votre monde. Mais vous, d'où venez-vous vraiment? Que vous reste-t-il si l'on vous enlève vos titres, vos richesses, vos costumes et vos privilèges? Il marque une nouvelle pause, et son ton devient plus profond, presque grave. Moi, ce soir, je vous dis ceci, la grandeur ne se mesure pas à la richesse, à la célébrité ou à la puissance. Elle se mesure à la dignité. Et c'est pour cela qu'Anna est mon invitée d'honneur ce soir. Le silence qui suit est lourd, presque oppressant. Certains détournent les yeux, incapables d'assumer leur propre culpabilité. D'autres, choqués, murmurent entre eux, hésitant à se lever, à partir, à quitter la pièce. Quelques-uns se lèvent pour prendre congé, incapables de supporter cette humiliation silencieuse. Mais Anna reste assise, droite, humble, comme si cette scène ne la concernait pas. Elle ne cherche pas la gloire, ni la vengeance. Elle est simplement là, parce que Victor l'a choisie, et que, dans un monde où tout est souvent façonné par l'apparence, c'est elle qui incarne, sans le savoir, la véritable noblesse d'âme. Les applaudissements qui suivent sont timides, hésitants. Quelques invités osent applaudir, mais ce n'est qu'un murmure faible. Dans le regard d'Anna, on peut voir une immense sagesse silencieuse, une compréhension profonde de l'humanité. Elle n'a pas besoin des applaudissements. Elle sait que son honneur est ce qui compte réellement. Et c'est ce qui fait toute la différence. Le lendemain matin, la presse internationale s'enflamme. Partout, on ne parle que de la femme en noir et du discours inattendu de Victor Morozov. Les chaînes d'information diffusent en boucle les images du dîner, captées par des invités indiscrets. Le moment où Anna Petrova entre dans la salle, celui où Victor la désigne comme son invité d'honneur, et surtout ces mots sur l'honneur, la loyauté et la dignité. Les éditorialistes se déchaînent. Certains saluent un geste historique, une leçon d'humanité dans un monde cynique. Morozov donne une leçon de noblesse au sommet du pouvoir, écrit un grand quotidien français. Une présentatrice italienne s'exclame à l'antenne. Ce n'était pas une réception, c'était un bouleversement de l'ordre social. En Afrique du Sud, une activiste tweetait « Ce soir-là, Victor Morozov a rendu visible l'invisible ». Mais les critiques sont tout aussi féroces. Des analystes financiers le jugent déconnecté, affirment qu'il compromet ses alliances. Sur les plateaux télévisés, des consultants grincent. Ce n'est pas un acte de noblesse, c'est une faiblesse. Il perd le nord. Qui est cette femme pour mériter autant d'attention? Une gouvernante? Une employée de maison? Mais Victor reste silencieux. Il ne donne aucune interview, ne répond à aucune provocation. Il continue à travailler, mais avec un calme nouveau. Les affaires, désormais, ne sont plus une obsession. L'essentiel est ailleurs. Pendant ce tumulte médiatique, Anna regagne sa petite chambre tout en haut du palais de verre. Elle y entre en silence, les pieds encore engourdis de ce qu'elle vient de vivre.
La robe noire est soigneusement pliée sur le dossier d'une chaise. Le miroir, posé sur sa coiffeuse modeste, lui renvoie une image qu'elle ne reconnaît pas encore tout à fait. Une femme droite. Une femme vue. Sur son oreiller, une enveloppe. Épaisse, blanche, cachetée à la cire. L'écriture familière de Victor. Elle l'ouvre avec précaution, comme si le papier pouvait se briser. Anna, je vous ai traité comme une employée pendant 10 ans. Avec respect, mais à distance. Il est temps que je vous traite comme une égale. Si vous le souhaitez, je vous propose de devenir la directrice de ma fondation humanitaire. Elle portera le nom de votre mère, Olga Petrova. Une femme que vous m'avez souvent décrite avec amour et pudeur, mais que le monde mérite de connaître à travers vous. Avec tout mon respect. Victor Morozov. Anna reste figée. Les mots pénètrent lentement, un à un, comme s'ils devaient traverser 10 années de silence et d'invisibilité. Et puis, sans un bruit, elle pleure. Pour la première fois depuis des années. Pas de rage, pas de douleur. Elle pleure comme on respire, quand enfin l'air entre dans des poumons longtemps serrés. Ce ne sont pas des larmes de revanche. Ce sont des larmes de reconnaissance, pas par le monde, mais par un regard. 1 an plus tard, dans les confins de la Sibérie, dans les quartiers pauvres de Saint-Pétersbourg, dans les campagnes oubliées du Kazakhstan, les écoles de la fondation Olga Petrova s'ouvrent les unes après les autres. Des enfants y reçoivent leur premier livre, leur première chance. Des orphelinats modernes voient le jour, où l'on enseigne non seulement à lire, mais aussi à se tenir droit, à croire en soi, comme Anna a appris à le faire dans l'ombre. Anna en est le visage. Toujours modeste, toujours discrète, mais désormais respectée partout où elle passe. Les journalistes ne l'appellent plus l'inconnue du dîner, mais la dame aux écoles. À chaque inauguration, elle évoque sa mère, une institutrice morte dans l'oubli, mais vivante désormais dans chaque enfant qui trace ses premiers mots. Quant à Victor, il s'est retiré du tumulte. Il vit dans une maison de bois près d'un lac, loin de Moscou. Il cultive un petit jardin, lit des poètes russes, et parfois, reçoit Anna pour le thé. Il ne parle presque jamais du passé. Il parle d'enfants, d'avenir, d'humanité. Et dans la mémoire collective de Moscou, ce dîner continue de hanter les salons. On l'appelle la nuit noire, non pas pour sa couleur, mais pour la silhouette d'une femme en noir, entrée comme une ombre, sortie comme un symbole. Car ce soir-là, un milliardaire a rappelé au monde entier que la vraie richesse ne se compte pas en zéro, mais en gestes. Que la vraie grandeur ne se crie pas, elle se vit. Et que parfois, il suffit d'un regard sincère pour réparer 10 ans d'invisibilité.